Bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de C10FM et d'RHT Guadeloupe. Vous êtes dans le ZCL News de ce mardi 25 janvier, il est 12h30 et nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec bien entendu nos invités, chroniqueurs et l'actualité. Donc pour l'actualité de ce jour, nous irons justement à la rencontre de Jean-Guy Eustache qui justement finira son mandat, a été élu il y a déjà 5 ans. Il fera ce bilan devant nos caméras. Et pour continuer, il y a Clean My Island qui on ne peut plus présenter. Nettoyage, nouvelle opération de nettoyage de la Guadeloupe avec cette association qui milite pour un environnement propre. Le Pôle emploi intervient aussi, ainsi que la dette, pour faire un appel aux électriciens de la Guadeloupe pour la nouvelle construction du CHU. Ce job dating a eu lieu hier, mais il y a encore une autre date, restez attentifs. Et pour finir, la Renaissance, notre cinéma, le cinéma de la Place de la Victoire, qui se trouve en plein cœur de Pointe-à-Pitre, verra la renaissance de son mur, ce mur qui a eu effectivement subi un incendie l'année dernière. Alors, l'activité de ce ZCL ne se fait pas sans invité. Bien non, alors nous allons partager avec vous ces 3 invités du moment sur ces 3 plateaux. Nous recevrons bien entendu, en premier plateau, Laetitia Lebrave, qui est la directrice régionale du Greta Guadeloupe. Ensuite, suivi du deuxième plateau de Monsieur Nicolas Rigaudot. Monsieur Nicolas Rigaudot, qui est le président de la maison d'architecture de la Guadeloupe. Et pour finir, notre chroniqueur Edamisso, bien entendu, qui est là le lundi, mais exceptionnellement, ce sera ce mardi. Et avec lui, nous parlerons de la Barre d'Isis et du carnaval. Alors, pour commencer, nous allons directement à l'actualité. Monsieur Jean-Guy, qu'on ne présente plus, médecin, mais aussi président de l'Université de médecine des Antilles, voit son mandat arriver à sa fin. Et pour ce faire, il nous fait un bilan devant la caméra de Maxime Morel. Quand j'ai pris ma mandature, on n'avait pas cru à cette université une indivisible. Beaucoup pensaient que j'allais lâcher prise et que j'allais passer à 2 universités. Eh bien non, j'ai tenu. Et je profite pour remercier toutes mes équipes, mon cabinet et tous ceux qui m'ont accompagné, qui ont cru en moi. Le président Jean-Guy a eu vraiment un rôle de bâtisseur de cette université. Récemment créé après la scission avec la Guyane en 2015, il a pris la présidence en 2017 et il a pu vraiment créer cette unité au sein de l'Université des Antilles, permettre aussi à une sérénité de se réinstaller, c'était important, et donner un sentiment d'appartenance. Donc je crois que c'est une université aujourd'hui qui a une belle visibilité au niveau national, au niveau international, et je crois qu'il peut être très fier du travail accompli. Et nous avons bâti cette université sur une réglementation. Et actuellement, elle est sur les rails, elle est scellée sur un socle solide, elle est sur l'orbite. Le chemin est montré. Maintenant, les équipes continueront. Chacun apportera sa pierre, chacun apportera une amélioration, c'est ça l'objectif. Mais globalement, notre université est installée et elle doit continuer à grandir pour nos étudiants, pour nos territoires, pour la communauté universitaire et puis pour nos pays. Nous retiendrons que justement, Eustache Jean-Guy, après avoir succédé à Corinne Mansé-Kester, est l'un des bâtisseurs de l'Université des Antilles.
On poursuit notre actualité et nous irons justement vers l'association Clean My Iceland, cette association qui œuvre justement pour l'environnement, le nettoyage un petit peu des lieux de la Guadeloupe, et ils ont débuté une nouvelle opération. Reportage. Ça fait à peu près 10 mois qu'on avait repéré ce site-là et 10 mois après, les déchets sont toujours là et on a enfin réussi à passer à l'action. Donc on doit être à peu près 80 aujourd'hui, on va essayer d'en sortir le maximum. Qu'est-ce que des pneus comme ça font là? C'est une très grande question que je me pose. Il n'y a personne pour les retirer. Donc écoutez, si ce sont les jeunes qui doivent venir le faire, on le fait, tout simplement. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'on fait ces opérations tout autour de la Guadeloupe et c'est toujours tout aussi déchirant de voir comment c'est sale à certains endroits. C'est pas normal du tout. Et moi, je suis vraiment pour la protection de l'environnement et pour le coup, ça gâche la beauté de notre île. C'est pas normal. Soit des gens nous signalent les sites, soit on les repère un peu au hasard par expérience. À force, après une trentaine d'opérations, on sait que dès qu'il y a un endroit qui est un peu caché, qui n'a pas trop de surveillance, etc., malheureusement, il y a de fortes chances d'y trouver des dépôts sauvages. Et on était tombé sur ce site-là par hasard. En rejoignant la nationale derrière, on avait vu que c'était blindé de pneus et de tout un tas d'autres déchets. Je pense que c'est très bien parce que dans ce coin-ci, il y a beaucoup de gens qui viennent pour déposer leurs ordures et qui s'en vont. Et c'est très bien que ces personnes nettoient. Mais enfin, il faudrait aussi que la ville s'en occupe. Oui, tout à fait. C'est bien beau de parler. Mais nous, les paroles, ça n'a pas enlevé les pneus qui sont là, par exemple. Vous voyez? Donc nous, on est là vraiment pour agir. On est là pour être sur le terrain. Et pour vraiment montrer que nous, on veut agir pour notre Guadeloupe. On veut agir pour qu'elle s'embellisse, pour vivre dans un environnement plus sain. Et donc, s'il faut passer par prendre sur nos dimanches, sur notre temps libre, pour venir nettoyer la plage, la rivière ou encore là le bas-côté des routes, on va venir le faire. Ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des humains. Ils salissent où ils habitent, leur île elle est bien belle, mais ils salissent, c'est pas beau, quoi, c'est pas bien. Et je rajouterais à tous ceux qui veulent venir nous aider, de venir, on a besoin de vous, on a besoin de bras, on n'est pas nombreux aujourd'hui malheureusement, mais on fait le taf, regardez tout ce qu'on a réussi à faire en 20 minutes seulement. Alors imaginez si vous étiez venus nous aider. Avec des gants, tout est possible, il faut juste de la volonté. Très belle opération de cette association, comme vous avez pu le voir, Maxime Gauthier, jeune qui a décidé de prendre effectivement la vie de son territoire, et notre belle Miss, qui vous avez pu le reconnaître, qui a participé justement à cette opération. Vous pouvez les retrouver sur les réseaux, bien entendu, sur leur page Facebook et Instagram, où les appels à bénévolat se tiennent. Et puis, nous aimons en Guadeloupe, mais comme Ibel, il y a encore plus belle. Alors, on va justement se tourner vers notre invitée, Laetitia Lebrave, avec elle on parlera alternance. Va nous présenter le Greta Guadeloupe. Laetitia Lebrave, bonjour. Bonjour Naïla, bonjour la Guadeloupe. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de vous recevoir sur ce plateau, ce n'est pas une première. Il est toujours important de donner des informations. On sait que dans le contexte sanitaire, c'est assez particulier. Mais on va quand même rappeler aux téléspectateurs, qu'est-ce que le Greta ? Alors, le Greta de la Guadeloupe, c'est un organisme de formation, service public du ministère de formation du ministère de l'Éducation nationale. Donc, nous sommes une structure académique et donc nous sommes centre de formation continue pour adultes. Nous sommes également CFA, donc centre de formation d'apprentis, et également école du travail social. Donc, ça fait 40 ans qu'on existe en Guadeloupe, alors sous une autre forme auparavant, et depuis 2019, nous existons sous la forme du Greta de la Guadeloupe, donc en une seule structure qui intervient sur l'ensemble du territoire. Alors justement, quelles sont les missions à proprement dit du Greta? Il y a formation, on a bien compris. Et comment vous faites les accompagnements? Alors, on peut identifier plusieurs missions. Tout d'abord, l'information, l'orientation de différents publics, les demandeurs d'emploi, les entreprises également, les salariés, et puis le public qu'on va traiter un petit peu à part, qui est le public d'alternants, parce qu'ils sont dans des dispositifs particuliers. Et puis ensuite, on a une mission également d'accompagnement et de formation du public qui s'adresse à nous.
Alors, c'est vrai que le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, vous l'avez dit, l'alternance. L'alternance, on sait que plusieurs sessions ont déjà eu lieu. On arrive à notre 4e édition. Peut-on faire un bilan justement de cette 3e édition ? Alors, la 3e édition s'est déroulée dans le même format que les autres, c'est-à-dire à distance, puisque depuis 2 ans, le contexte sanitaire ne permet pas vraiment autre chose, malheureusement. Et donc, le 3e forum a permis d'apporter des informations aux entreprises, puisque la loi, la réforme a engendré un certain nombre de modifications, tant pour les entreprises qu'au niveau des OPCO, etc., et que jusqu'à maintenant, toutes les entreprises ne le savent pas encore. Donc, pour nous, le 3e forum, l'objectif, c'était d'informer les entreprises, mais également d'informer les apprentis, en tout cas les futurs apprentis, et enfin de mettre en relation les entreprises et les apprentis. Donc, c'est ce qui a été fait lors du 3e forum. Et donc, du coup, le nombre d'apprentis en Guadeloupe a augmenté. Et donc, on peut se satisfaire de la réussite de ce 3e forum. Alors, il y a une particularité cette année, le 4e forum de l'alternance va cibler plus les lycéens et les étudiants. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors pour ce 4e forum, les CFA académiques, donc le GRITA de la Guadeloupe et le CFA PAG, nous avons décidé de faire un focus en ce mois de janvier sur les lycéens et les collégiens, les élèves de 3e en particulier, parce qu'ils sont dans une phase très particulière d'orientation, c'est-à-dire qu'ils doivent maintenant, au mois de janvier, faire des choix de leur futur métier, leur futur métier qui va se décliner du coup en une future formation et donc savoir vers quelle formation ils vont se diriger par la suite. Donc les élèves de 3e, est-ce qu'ils veulent aller au lycée, dans un lycée général? Est-ce qu'ils veulent aller dans un lycée professionnel? Est-ce qu'ils veulent suivre un CAP, un bac pro, etc. Et puis ceux qui sont maintenant en terminale, est-ce qu'ils veulent, vers quoi ils veulent s'orienter? Et puis, ensuite, quelle est la voie qu'ils choisissent? Est-ce qu'ils veulent se former par la voie de l'initiale, c'est-à-dire le parcours classique de l'éducation nationale, ou est-ce qu'ils veulent se former par la voie de l'apprentissage? Alors justement, quand ces lycéens ou ces collégiens qui nous entendent ou leurs parents, quand on dit alternance, on entend quoi par alternance spécifiquement? Alors l'alternance est un dispositif qui permet à toute personne âgée de 16 à 29 ans et un petit peu plus quand on est en situation de handicap de se former donc au sein d'une entreprise et d'un CFA. Donc ça c'est en particulier l'apprentissage, la voie de l'apprentissage. Et donc l'alternance c'est qu'on alterne entre le développement de compétences en entreprise, donc on est accompagné par un maître d'apprentissage et des compétences développées en CFA où là on est accompagné par une équipe pédagogique. L'objectif c'est à la fois d'intégrer une entreprise, de développer des compétences professionnelles, une culture d'entreprise, mais également d'obtenir à la fin le diplôme qui est visé. Alors, quand on parle automatiquement, comme vous avez dit, de professionnalisation et d'apprentissage, donc c'est 2 types de contrats. Alors, si on entre dans le détail de l'alternance, on a 3 types de contrats. On a le contrat d'apprentissage, on a également le contrat de professionnalisation et on a le contrat, le Pro A. Donc, ce sont les 3 dispositifs d'alternance qui existent chez nous. Alors, lors de justement de ce forum, ce sera en ligne. Quels sont les métiers qui seront proposés? Excusez-moi. Quels sont les métiers qui seront proposés? Parce que je peux penser que tous les métiers ne sont pas présents sur la Guadeloupe, on le sait. Mais est-ce que ce sera spécifique sur le territoire pour que ces jeunes étudiants ne puissent pas partir, ou on fait un panel où on peut tout voir et vous avez des connexions avec la France? Alors, on peut identifier 3 types d'éléments par rapport à ce forum. Le premier, c'est effectivement de comprendre que l'orientation est un choix essentiel à cette étape de leur cursus scolaire et que donc il faut vraiment y réfléchir. Donc il faut s'informer et donc c'est le premier objectif de ce forum. Le deuxième objectif, c'est qu'effectivement il existe des métiers en tension qu'on présente à ces élèves lors du forum, mais il ne faut pas oublier qu'on ne forme pas que pour la Guadeloupe. Ils peuvent aussi avoir envie de partir. Donc du coup, on présente surtout l'offre de formation qui est possible en Guadeloupe. On présente les métiers en tension en Guadeloupe, mais ils peuvent avoir aussi envie de partir pour une poursuite d'études. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que les CFA académiques proposent des formations qui vont du CAP
au Master 2 en apprentissage. Et enfin, le troisième temps fort de ce forum, c'est aussi savoir valoriser son dossier sur les différentes applications qui existent. Parce que c'est pas parce qu'on choisit la voie de l'apprentissage qu'on est automatiquement pris. Il faut, c'est-à-dire les CFA vérifient, les équipes pédagogiques vérifient les dossiers des apprentis, etc. Puisque être apprenti, ça présente des avantages. On a un salaire, on est dans une entreprise, on a des droits de salariés, mais il faut aussi s'engager et ça, cela demande une autonomie, donc il faut la travailler. Cela demande de l'engagement, cela demande aussi, on n'a pas beaucoup de temps au final parce qu'on travaille 35 heures en entreprise, 35 heures en CFA, donc du coup on n'est plus élève, on n'a plus de vacances scolaires, donc voilà, ce sont des choses qu'il faut intégrer et c'est ce que ce forum présente également. Alors justement, c'est très bien, donc via ce forum, il y aura des référents, est-ce que c'est individuel, est-ce que vous faites par collège ? Parce que quelquefois, ça peut être quelque chose de ciblé. Est-ce qu'il y aura plusieurs, on va dire, biais pour que justement ces élèves et ces lycéens puissent être informés? Alors, pour qu'il y ait le maximum de participation, nous avons choisi d'envoyer l'information aux établissements scolaires. Donc, effectivement, ça a commencé depuis hier. On a des classes qui s'inscrivent et qui posent des questions avec des référents. Donc, ça peut être leur professeur principal, ça peut être le CPE, etc. Mais on a aussi des connexions individuelles et puis on a aussi des parents qui se connectent et également des professionnels de l'éducation. Donc, on a essayé de faire assez large de façon à pouvoir répondre de façon globale à toute demande. Et puis après, dans un second temps, ce qu'on va faire, c'est répondre de façon plus individuelle aux demandes parce que ce qui est important aussi, c'est qu'une fois qu'on a eu cette information et qu'on pense que l'apprentissage peut être une voie possible, à ce moment-là, il faut se rapprocher d'un CFA pour avoir une étude plus personnalisée de son dossier. Alors, je sais qu'il faut aller s'inscrire, parce qu'on vient de dire, c'était en ligne. Donc, il faut aller sur le site du Greta. Il y a un lien, il y a des formulaires à remplir. Il y a quelque chose de particulier? Oui, alors sur nos réseaux sociaux, on va trouver les dates, que je vais pouvoir rappeler tout à l'heure, avec les liens de préinscription qui sont disponibles sur le site du Greta, donc gretaguadeloupe.fr. On peut encore se préinscrire. Il reste encore 2 jours de forum. Et puis, je vais également communiquer les coordonnées. Donc, du Greta, c'est le 05 90 83 43 28. Et du CFA PAG, c'est le 05 90 20 26 27. Alors, ces 2 numéros pour poser des questions, pour s'inscrire. La dernière question avant de vous... on va rappeler quand même, oui, parce qu'on a dit, on a rappelé les dates. Donc, ça a commencé hier, le 24, ça se termine le 28. En dehors de ces dates, il y a possibilité toujours de vous contacter par rapport à ce biais, par rapport à cette demande? Oui, tout à fait. Tout au long de l'année, de toutes les façons, on accompagne les parents et les élèves. Donc, pour poser des questions, on peut le faire par les numéros de téléphone que j'ai donnés ou alors apprentissage@gretaguadeloupe.fr. On redit, apprentissage, gretaguadeloupe.fr. Apprentissage au singulier. Au singulier. La question qu'on se pose, parce que c'est surtout adressé au 3e, dans le Parcoursup, ça s'intègre ou c'est complètement à part? Alors, pour les élèves de 3e, l'application s'appelle Affelnet. D'accord. Donc, Affelnet, c'est une application qui permet aux parents, en lien avec leurs enfants, de faire des choix d'orientation. Et après, il y a ce qu'on appelle un dialogue entre les établissements et les familles pour pouvoir valider ces choix. Et puis, pour les élèves de terminale et qui veulent continuer en post-bac, c'est Parcoursup. Alors, s'il y a autre chose à ajouter? Oui, alors je peux rajouter les dates, les prochaines dates. Alors, nous avons une IJPO avec le lycée Béathème Duminaire du Lamentin le jeudi 27 janvier. Donc, ça commence à 9h35. Et pareil, vous trouverez sur le site du Greta de la Guadeloupe le lien pour se préinscrire. Il faut absolument se préinscrire. Et puis, le 28, alors ouvert aux établissements du bassin Nord-Grande-Terre, mais tout le monde peut s'inscrire si vous avez raté les autres dates. Donc, le 28 janvier à 9h. Et il faut se préinscrire via le site du Greta de la Guadeloupe. Donc, toutes ces dates, vous les retrouverez bien entendu sur le site du Greta Guadeloupe, comme l'a dit Madame Legrave. Donc, on rappelle le site internet, donc c'est www.gretaguadeloupe.fr. Donc, on vous remercie pour ces informations. Sachez qu'il vous reste 2 jours encore de forum. 2 jours pour en plus aller participer, poser des questions, adressées aux collégiens et cette fois-ci aux lycéens de la Guadeloupe. Merci, Madame Legrave, de votre présence. Et Merci puis, ce sera un plaisir de vous retrouver encore pour
d'autres informations concernant le Greta. Merci beaucoup. Donc, il est 12h55. On va prendre la première pause publicitaire et on va se retrouver après avec notre invité. De retour sur le plateau du ZCL News, et effectivement, il est 13h et comme promis, nous allons à la rencontre du deuxième invité. On va saluer Monsieur Nicolas Rigaudot. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour la Guadeloupe. Merci d'être des nôtres, mais on refait un retour à l'actualité avant notre interview avec M. Rigaudot et on va parler de job dating. Il faut savoir que la direction régionale de Pôle emploi Guadeloupe ainsi que la DET, la direction de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités, a organisé un job dating afin de recruter des électriciens pour le nouveau site du CHU. Maxime Morel était justement au devant de ces personnes pour nous en dire un petit peu plus. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour les job dating pour pouvoir recruter des électriciens, surtout des électriciens qui ont une certaine compétence pour le branchement, les tableaux divisionnaires et autres, pour pouvoir avancer beaucoup plus rapidement sur le chantier du CHU. C'est une opération sous l'égide de l'État, donc avec ces opérateurs qui sont pour l'emploi et ces services déconcentrés qui sont la dette, et qui a pour objet de participer au développement de l'emploi local en recrutant des électriciens sur le chantier du nouveau CHU. On a procédé à une recherche de candidats en conduisant des opérations de présélection. Suite à la présélection, nous mettons en œuvre aussi des opérations de préparation à l'entretien en recevant les candidats, en leur donnant des conseils pour l'entretien et également en faisant une séance de coaching. Ensuite, ces derniers seront reçus dans le cadre d'un entretien avec les représentants de l'employeur, les représentants de l'État, pour s'assurer que tout se passe bien. Et puis, par la suite, l'employeur prend la décision à savoir quels candidats qui sont finalement retenus. Nous arrivons dans une phase du chantier qui demande des candidats avec énormément d'expérience. Donc le job dating nous permet déjà de voir un peu le profil de la personne. Et nous avons un petit questionnaire d'électricien que nous faisons passer pour pouvoir être sûr que son niveau correspond un peu à son CV. On recherche des profils particuliers, donc des électriciens du bâtiment expérimentés pour pouvoir contribuer à la construction du chantier CHU. Le chantier du CHU est un chantier stratégique pour la Guadeloupe, c'est le chantier primordial. Et donc il est important de savoir que l'État finance aussi, mais que l'État s'assure que les emplois locaux soient effectifs sur le chantier. Depuis le démarrage du chantier, le Pôle emploi Guadeloupe a mis en place une équipe dédiée. Donc depuis décembre 2018, une équipe dédiée qui a la charge exclusive des recrutements sur le chantier, de telle sorte à placer un maximum de Guadeloupéens sur le chantier. Une deuxième date, il y a eu celui de hier, mais une deuxième date qui veut dire jeudi, sera aussi en recrutement dans les locaux de la dette à Jarry. Alors, on va revenir vers notre invité. Avec notre invité, on parlera architecture et un dossier qui est intéressant parce qu'on sait très bien que dans notre paysage divers, on parlera notamment de casse-créole, cette architecture qui nous tient à cœur, mais pas que. Il y a aussi cette présentation du prix de la maison d'architecture qui se fait en ce moment. Mais avant, on va aller vers M. Rigaudot pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que la maison de l'architecture. Oui, donc la Maison de l'Architecture de Guadeloupe, c'est une association loi 1901 qui est composée de bénévoles qui œuvre à diffuser, à interroger, à promouvoir la culture architecturale au grand public. Voilà, donc on organise des événements régulièrement, des animations, des cafés archi. Donc le soir, on projette des films dans des restaurants. Et puis on discute autour du film. On offre des amuse-bouches à la fin pour qu'il y ait de la convivialité parce qu'on veut vraiment que les gens n'aient pas peur de venir à notre rencontre. Il faut oser parce que l'architecture, c'est vraiment pour tout le monde. Et l'idée, c'est de démocratiser ces rencontres-là et ces discussions. On a également des soirées DOM-TOM, DOM'-TOMES, autour des livres d'architecture. Donc, par exemple, là, j'ai amené Kazantlier Jean Mouncarete, qui est la Bible des architectes guadeloupéens aujourd'hui. On a un ouvrage de Marc Jallet qui s'appelle L'urgence, l'échéance, la durée, sur l'urbanisme. On a un ouvrage qui a été édité par la Maison de l'Architecture qui s'appelle Regard sur la ville. Et donc, tous ces ouvrages, plus d'autres encore, sur Aliture, sur les cases, sur le carnaval, parce qu'on promeut aussi la photo et les autres formes d'art. Eh bien, on les présente comme ça lors de soirées et on discute avec le public. Voilà. On a également des concours de dessin. Donc, on a eu un concours dessiné confinement azote l'an dernier qui a eu beaucoup de succès, qui était ouvert de 7 à 77 ans à tous les publics. Et aujourd'hui, on travaille aussi avec le lycée hôtelier sur un concours d'art culinaire en rapport avec l'architecture et le tourisme.
Voilà. Et le prix de l'architecture de Guadeloupe, c'est vraiment l'occasion de montrer une photographie de l'architecture guadeloupéenne de ces 10 dernières années et de la partager après avec le reste du monde via les réseaux sociaux et via notre réseau des maisons de l'architecture. Alors justement, la question qui me vient, c'est de savoir, est-ce que justement, vous, la maison de cette association, vous êtes garant justement de ce patrimoine architectural de la Guadeloupe? Alors, on n'en est pas garant dans le sens où on n'a pas de responsabilité. Ce sont les institutions qui doivent les conserver, les maintenir, hein, les entretenir. Mais nous, on est là, évidemment, quand il faut, pour alerter si on remarque qu'il y a certains bâtiments qui méritent une attention particulière. Et c'est l'objet justement de nos événements, c'est de mettre le doigt sur ce qui est important, ce qui, pour nous, est la qualité architecturale. Et justement, ce prix de l'architecture vous montre 60 projets qui ont participé. Alors, il y a les lauréats, certes, mais tous les autres projets font partie de l'architecture guadeloupéenne et je vous invite vraiment à venir les découvrir au Memorial Act. Alors justement, dans ce prix, parce que comme vous avez dit, vous avez énormément d'activités, vous êtes dans la photo, vous faites aussi des cafés. Pourquoi ce prix? Quel était l'intérêt justement de créer ce type de prix? Alors c'est vrai qu'au départ, pour nous, ce n'était pas une évidence de créer une espèce de, on va dire une compétition, mais c'est vraiment de bonne, en toute convivialité. C'est plutôt une façon, on a remarqué qu'il y avait des prix qui étaient organisés ça et là sur l'architecture, et notamment il y en a un qui est très connu dans le monde entier qui s'appelle le Pritzker Prize, qui est un peu le prix Nobel de l'architecture, et en France il y a l'équerre d'argent aussi, et ces prix-là, on a remarqué que ça mettait vraiment en lumière non seulement les lauréats, mais aussi d'autres projets participants. Et on s'est dit, mais tiens, pourquoi pas faire ça nous aussi en Guadeloupe? Et en fait, au fil du temps, lorsqu'on a commencé à mettre en place ce prix de l'architecture avec l'Ordre des architectes de Guadeloupe, et puis ensuite on a participé grâce à ça, avec les contacts qu'on a avec la Caraïbe, aux 100 ans de la Fédération panaméricaine des associations d'architectes. On a présenté 10 projets qui ont été sélectionnés par notre jury pour représenter la Guadeloupe à l'international, à Lima, au Pérou. C'était en novembre dernier. C'était un immense événement. Donc, ça a vraiment eu une visibilité internationale. Et puis, en continuant, on a trouvé ce partenaire, le Memorial Act, qui est en pleine redéfinition de son image et qui a accepté de monter avec nous ce projet en collaboration, en coproduction. Et grâce à eux, vraiment, ça a donné une dimension à ce prix qui fait qu'aujourd'hui, tous les Guadeloupéens peuvent aller, donc c'est à la salle d'exposition temporaire, pour voir non seulement ces projets, mais aussi voir, il y a des œuvres d'art. On a Chantaléa Commun et on a Antonoué qui ont produit des œuvres d'art, et on est en train de monter une seconde exposition d'étudiants jamaïcains pour montrer la vitalité de la production caribéenne. Et là, on aura d'autres artistes, dont François Piquet, dont Antonoué de nouveau, je crois, j'en oublie certainement, mais qui vont aussi participer à cette grande exposition, et c'est un peu une fête de l'architecture. Alors justement, c'est très bien ce que vous dites, en s'exportant, en allant au-delà, en sortant de la Guadeloupe. Quelle est la particularité justement de notre architecture? Qu'est-ce que vous présentez pour justement montrer notre Guadeloupe? Alors justement, l'architecture guadeloupéenne, il faut savoir qu'elle est unique au monde, dans le sens où justement, à cause, entre guillemets, du statut très particulier de la Guadeloupe, ou grâce à ce statut particulier, on a à la fois une identité culturelle guadeloupéenne qui est caribéenne, donc avec des contraintes sismiques, des contraintes cycloniques, avec le climat qu'on connaît, qui est d'ailleurs différent selon les régions de Guadeloupe où vous vous trouvez. Donc l'architecture va un petit peu varier. Et on a en même temps tout l'arsenal des réglementations européennes qu'on doit respecter, nous, en tant qu'architectes. Elles changent régulièrement. Elles deviennent de plus en plus dures. Par exemple, pour les séismes, on est obligé de faire des bâtiments très résistants, de plus en plus résistants. Et donc, le mix de ces deux ensembles de contraintes va donner une architecture unique et vraiment qui est différente même de nos voisins très proches comme la Dominique, comme vous pouvez voir à Cuba, en Haïti ou en Jamaïque. Et c'est ça qui fait vraiment la particularité. Alors déjà, la culture guadeloupéenne, elle est unique au monde. Elle a été reconnue au niveau international avec l'UNESCO pour ce qui est du gros cas et pour d'autres formes d'expression culturelle. Mais en plus de ça, donc dans son architecture, on a également, et ça c'est dans le livre de Jack Bertolo que vous pourrez redécouvrir, c'est très bien expliqué, la case créole avec le jardin créole autour, c'est vraiment quelque chose d'unique au monde. Alors, est-ce que justement, dans cette architecture, on continue à privilégier le bois en Guadeloupe?
Alors on ne continue pas, on redécouvre, parce que ça a été abandonné. Il faut savoir qu'après le cyclone de 1928, où il y a eu énormément de destruction, et même en 89 avec Hugo, beaucoup de cases en bois et de bâtiments en bois ont été démolis. Et on a eu une très forte attraction du béton, qui était à l'époque vraiment synonyme de modernité et synonyme de solidité. Et aujourd'hui, avec les ingénieurs qu'on a, avec les matériaux qu'on a, on arrive à faire des bâtiments en bois qui sont complètement parasismiques et paracycloniques. Donc on revient beaucoup à ce matériau qui est peut-être plus... alors il faut parler vraiment, chaque bâtiment est particulier, ça dépend du contexte, mais peut-être que le bois, en général, est un matériau qui est plus écologique que le béton. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça dépend d'où vient le bois, comment il a été cultivé, etc. Mais voilà, on revient beaucoup à ça. Et d'ailleurs, vous le verrez, hein, il y a des prix qui ont été attribués à des bâtiments en bois dans le prix de l'architecture. Ouais. Alors, c'est vrai, le prix d'architecture, c'est plusieurs catégories. Et effectivement, dans les catégories, on voit ce qui est, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut palper. Et surtout, une catégorie qui m'a particulièrement amusée, c'est ce qu'on ne verra jamais. Effectivement, c'est la catégorie qui s'appelle Sanuka Regretté, parce qu'en fait, il y a énormément de projets de création des architectes qui restent dans les tiroirs pour diverses raisons, des raisons budgétaires parfois, des raisons politiques, des changements de gouvernance, ou bien tout simplement d'autres raisons personnelles qui font que on travaille, on produit des projets, on conçoit des choses, et puis ça s'arrête. Et donc, on avait vraiment envie de mettre aussi en lumière tout ce pan qui est invisible de la création architecturale, pour que les gens puissent se rendre compte, ah tiens, ça aurait pu aussi être là. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Les catégories, pour ne pas trop les citer toutes, mais vous avez la case, vous avez cité, c'est le logement collectif, vous avez les projets de rénovation, réhabilitation, vous avez des projets d'équipement culturel, vous avez des projets de bureaux. Donc vraiment, il y a tout le panel de la création architecturale qui est représenté dans le prix. Alors, chose étonnante, l'architecture n'est pas seulement maison, ce qu'on aurait pu croire. C'est pas seulement une habitation, mais c'est aussi, comme vous disiez tout à l'heure, des objets d'art. Tout à fait. On peut retrouver sur des places. Oui. Donc en Guadeloupe, il y en a beaucoup, il y en a qui sont présentés. Alors l'architecture, si vous voulez, c'est vraiment un terme qui englobe beaucoup de choses. Normalement, l'architecture est censée être habitée. Mais nous, comme on a toujours voulu créer des passerelles entre les différentes disciplines de création, entre le design, entre la photographie. D'ailleurs, on aura une soirée architecture et photographie dans le cadre du PAG. On aura un café archi aussi sur le musée noir de Washington, de David Adjaye, très grand architecte ghanéen. Et on a voulu toujours créer des passerelles, également avec la musique, parce que des fois, on fait intervenir des musiciens dans nos soirées. Et donc, si vous voulez, c'est dans le prix de l'architecture, on a les petits projets. Et effectivement, là, on a par exemple un kiosque qui est aux Abîmes, qui a été primé, de Max Sophia Landais. Et donc, on met en lumière aussi ça. Et je pense que dans les prochaines éditions, on aura également design urbain, parce que les architectes aussi dessinent du mobilier urbain. On dessine des bancs, on peut dessiner des lampadaires, des corbeilles, des jeux pour enfants. Tout est possible, en fait, dans la création. Alors, c'est vrai que vous dites que l'architecture de la Guadeloupe, elle est belle, elle se réinvente, elle s'invente. Et vous parlez aussi de résilience. Tout à fait. Alors, justement, dans l'exposition, vous irez les gens qui iront à votre rencontre, comment justement vous présenterez cette architecture qu'on connaît peu, parce que c'est vrai les petites cases créoles, on les voit de moins en moins, mais justement, comment cette appréhension, comment vous allez leur présenter votre exposition? Alors en fait, c'est pas moi qui vais le présenter. Ce qui est formidable dans cette exposition, c'est que vous allez aller à la rencontre des architectes en lisant les textes de description sur les panneaux. Et vous avez aussi tout un cycle de rencontres qui a commencé samedi dernier, où on était avec les co-commissaires de l'exposition pour présenter un peu tout ce projet. Et chaque samedi matin à 10h, vous aurez les architectes qui sont lauréats, qui viendront vous parler de leur travail. Donc je vous invite par exemple samedi 29 janvier donc à 10h, Laurent Laval et Éric Ramlal qui vous parleront de la réhabilitation de la résidence préfectorale. Et quand vous venez écouter les architectes, vous verrez quasiment à 100%, ils s'inspirent toujours de l'architecture vernaculaire, ils s'inspirent du canage, ils s'inspirent de la golette, ils s'inspirent de le voir sans être vu, autrefois quand on avait besoin d'observer ce qui se passait dehors sans être vu. On a toujours l'évocation aussi des espaces qui sont autour de l'architecture vernaculaire, donc les jardins créoles qui aujourd'hui parfois peuvent être des parcs, des jardins publics, à d'autres échelles, transformés, hybridés. Et la résilience dont on parle, c'est justement cette faculté qu'ont les architectes guadeloupéens de réinterpréter cette tradition et de la mettre dans la modernité d'aujourd'hui.
Voilà, et ça, c'est formidable. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'architecture. On va aller maintenant dans cette pédagogie. C'est un métier, comme on dit, qu'on essaie de démocratiser, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est très difficile, des études très longues. Justement, parce qu'on a eu une dame du Greta avant vous. Comment expliquer à nos jeunes qui vous regardent la façon de devenir justement architecte et comment... Est-ce qu'il y a des spécialités? Est-ce qu'on va un petit peu être beaucoup plus technique? Oui, alors pour être architecte, il faut déjà et surtout le vouloir. Il faut être motivé, il faut aimer dessiner, il faut aimer voyager, il faut aimer regarder, il faut aimer aussi imaginer, inventer. Et il ne faut pas hésiter à venir dans nos événements pour parler avec des architectes, aller voir l'Ordre des architectes aussi. Chaque année, il y a des journées portes ouvertes de l'architecture au mois d'octobre. Il faut venir dans ces événements-là. Et puis, il y a beaucoup de métiers autour de l'architecture. Il n'y a pas seulement l'architecte qui est tout seul dans son bureau, il y a des architectes qui sont conseils, par exemple dans des sociétés d'économie mixte. Il y a des architectes conseils de l'État, il y a des architectes conseils dans des communes, dans des collectivités territoriales comme la région, le département. Vous avez vraiment toutes sortes de disciplines qui tournent autour de l'architecture aussi, l'aménagement de l'espace intérieur. Vous avez architecte d'intérieur. Si vous ne voulez pas construire des bâtiments et vous aimez plutôt l'aménagement intérieur, vous avez décorateur d'intérieur, architecte d'intérieur. Je sais qu'en ce moment, les lycées de Guadeloupe sont en train de développer des DNMAD, qui sont des formations autour du design de l'espace, autour de la création d'objets. Donc, toutes ces disciplines-là sont liées. Il y a vraiment un grand choix pour les jeunes qui souhaitent s'orienter dans ces disciplines. Et moi, j'invite vraiment les jeunes Guadeloupéens qui nous écoutent à venir. Alors, il y a un prix des lycéens qui va être décerné, là, parce qu'on n'a pas dit ça, c'est vrai, il y a 8 catégories qui ont déjà eu leur prix, mais il y a également le prix du public et le prix des lycéens qui restent à décerner, qui seront décernés en fin février. Donc, quand vous allez dans l'exposition, dans la salle temporaire du Memorial Act, vous avez des QR codes que vous scannez à l'entrée et vous votez, chaque projet est numéroté, et vous votez pour votre projet préféré. Et donc là, il y a un prix des lycéens qui sera décerné. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Il y a des ateliers pour les enfants qui sont organisés par le CAUE aussi. Donc, tous ces programmes et toutes ces informations, vous les trouverez sur le site de la Maison de l'Architecture, emma-guadeloupe.org. Vous avez aussi le site du Memorial Act. Vous avez nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous avez tout un panel comme ça d'informations. On va aussi diffuser des spots sur les télévisions locales. Donc, informez-vous, venez à notre rencontre et... on va vous expliquer, on va vous intéresser, on va vous dire comment... voilà, on a également beaucoup de jeunes qui passent dans nos agences d'architecture, qui font des stages, que ce soit les lycées professionnels, les lycées généraux. Et donc, tous ces jeunes-là, qui sont passionnés très souvent, font des maquettes, ils travaillent avec nous. Et c'est vraiment génial de voir, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par l'architecture. La petite question, on peut faire de l'alternance alors Alors l'alternance, dans certaines formations, je crois que dans architecture d'intérieur, il y a des formations en alternance. Architecture, pas encore. Par contre, il y a des stages longs. On fait des stages de 3 mois, de 6 mois. Voilà. Et donc, il y a la possibilité de vraiment venir toucher du doigt le milieu professionnel, quoi. La question qui m'a été posée, que je vous pose, est-ce que justement la Maison de l'Architecture, connaissant le territoire Guadeloupe, vous faites, on va dire, une vision pour repérer des patrimoines assez particuliers qui sont en train de disparaître et que justement, de par votre proie, que vous pouvez justement aider à préserver? Alors, je vous avouerai honnêtement, non, on ne fait pas un état de veille, ce n'est pas notre rôle. Ouais. Je sais que la DAC Guadeloupe a initié un répertoire du patrimoine guadeloupéen il y a quelques années. Et donc, eux, ils ont une espèce de cartographie comme ça de bâtiments à sauvegarder, des bâtiments qui sont classés, des bâtiments qui sont à sauvegarder, des monuments historiques aussi. Et donc, c'est plutôt eux qui s'occupent de ça. Mais nous, après, en tant que professionnels, on a l'œil et quand on voit des choses qui disparaissent, des choses qui sont en péril, et bien souvent, par le biais d'articles dans la presse, on alerte sur les dangers de la disparition d'un pan du patrimoine. Alors, est-ce qu'on arrive, là je prends des questions de personnes qui regardent, ils disent, est-ce qu'en Guadeloupe, c'est vrai qu'il y a des normes, on doit respecter énormément de normes, mais est-ce qu'on arrive justement à maintenir on va dire la traditionnalité, tout ce qui est traditionnel et modernité? Est-ce qu'on peut les fusionner? Est-ce que c'est compliqué pour vous de le faire?
Oui, c'est très compliqué. Il y a vraiment des oppositions, des paradoxes. Par exemple, le fait de vouloir faire un bâtiment qui est tout le temps ouvert à la ventilation naturelle, mais qui, en cas de cyclone, est complètement étanche. Ça, c'est un truc très difficile à faire, vous imaginez bien, parce que c'est contradictoire. Il faut aussi qu'on soit orienté de manière à ne pas avoir le soleil couchant dans la figure, mais en même temps qu'on ait le vent, mais que quand il pleut, ça ne chasse pas, qu'il n'y ait pas l'eau qui vienne sur votre galerie. Donc, toutes ces choses-là, en fait, c'est un perpétuel casse-tête, mais pour nous, c'est génial parce que c'est ça qui fait la richesse de l'architecture. Et puis surtout, nous, on travaille vraiment, aujourd'hui, les architectes contemporains, ils travaillent plus en essayant de reproduire exactement les anciennes formes, mais par contre, ce qu'on essaye d'intégrer, c'est vraiment l'essence de l'architecture traditionnelle, à savoir, par exemple, la galerie, le triangle entre le séjour, la cuisine et la galerie, justement, ce trio d'espaces-là qui doivent fonctionner ensemble, en synergie, les espaces extérieurs, d'essayer de proposer des cuisines à l'arrière de la maison, toujours aujourd'hui, parce que parfois, quand on accueille des amis, on a besoin de ça. Et donc, on essaye de garder, vraiment ce qui fait l'essence. Mais c'est pas forcément toujours la même forme, exactement. Mais ça va être quand même, on va garder, par exemple, je sais pas moi, des protections de façade contre le soleil, pour préserver la fraîcheur. C'est plutôt ces dispositifs-là qu'on essaye de maintenir. Voilà. Alors, c'est très bien que vous parlez de cuisine. Savez-vous que les constructions, les maisons avant, la cuisine ne faisait pas partie de la maison. Effectivement. Alors, c'est vrai que dernièrement, on en discutait. De plus en plus, les gens commencent à retirer justement cette cuisine dans le lieu ouvert, dans le lieu de salon. Donc, vous avez beaucoup de demandes dans ce sens. On a des demandes dans ce sens-là. Alors, c'est pas tout le monde. Après, nous aussi, on écoute les gens. Il y a des gens qui ne demandent pas ça. Mais quand les gens le demandent, évidemment, avec plaisir. Alors, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a un doublon. C'est-à-dire qu'on fait une cuisine à l'intérieur qui est protégée, qu'on peut fermer en cas de grosse pluie pour pouvoir continuer à vivre. Mais à l'extérieur, effectivement, sur la véranda, sur la galerie ou la varangue, selon comment on l'appelle, eh bien, on a une seconde cuisine qui permet effectivement d'être beaucoup plus à l'aise. Alors, on revient à notre manifestation. C'était très bien, franchement. Ça, on apprend. Alors, le catalogue, prix de l'architecture de la Guadeloupe 2000. Ça a commencé en 2020, il me semble. En fait, ça a été commencé en 2020, mais à cause du Covid, on fait la restitution du 2020. C'est la première édition sous cette forme-là. Le catalogue est gratuit, donc venez vraiment le retirer à l'exposition. Il vous est distribué gratuitement. Et dedans, vous avez les 60 projets participants qui vous sont résumés, en quelque sorte. Et c'est vrai, je vous le dis, vous allez sur le site. Les catégories sont, il y en a beaucoup, mais ils sont sympathiques. Il y a des maisons individuelles, des maisons collectives, les bâtiments. Pour ceux qui connaissent la région des Abîmes, on a vu des bâtiments qui sont, on va dire, avec du mélange de bois, de matériaux nobles. Oui. C'est encore des projets qui ont vu le jour. Et les projets qui n'ont pas ça, les projets qui n'ont pas vu le jour, qui sont des projets magnifiques, mais justement, dans les projets qui n'ont pas vu le jour, ils peuvent voir le jour au moins un jour. Il y a peu de chance. C'est vrai. Oui, parce que vous savez, quand ça fait 5 ans, 10 ans qu'un projet est dans un tiroir, en général, voilà. Mais il peut arriver que... C'est le prix, c'est la forme, c'est... qu'est-ce qui fait que ça ne sort pas? Vous savez, de multiples raisons. Par exemple, il y a un projet qui a eu une distinction, une villa à Petit Canal, d'une personne qui malheureusement est tombée malade et qui n'a pas survécu, voilà, et donc le projet a été abandonné. Vous avez des raisons, comme je vous ai dit, administratives, un changement de municipalité. Le projet s'arrête, donc il reste dans les tiroirs. Parfois aussi, les clients nous commandent simplement une étude d'esquisse. Vous savez, quand vous faites une maison, vous pouvez demander à l'architecte d'aller jusqu'au bout de la construction, vous remettre la villa clé en main, ou bien d'arrêter au stade de l'esquisse, ou bien au stade du permis de construire. Donc voilà, des fois, des projets, des architectes font juste un permis de construire, et puis la maison ne se construit pas, ou bien une esquisse, et puis la personne qui a fait faire l'esquisse change soit de concepteur, ou bien arrête de faire le projet. Vous savez, il y a vraiment un millier de raisons, quoi. Ah oui, c'est vrai, il y a la question qu'on pourrait vous poser, parce qu'on est à l'ère du numérique, là. Donc, système 3D, on aura bientôt, j'annonce, une exposition où on pourrait voir justement ces chefs-d'œuvre de façon grandeur nature, au lieu de le voir... Effectivement, avec l'évolution de la technologie, je pense que dans quelques temps, on pourra effectivement visiter non seulement les bâtiments qui existent de manière virtuelle, mais également, ce serait génial, les projets qui n'ont pas été construits, pouvoir en 3D se balader dedans. Ouais, effectivement.
Merci, monsieur Rigonneau. On va quand même rappeler les dates du prix. Alors, le prix de l'architecture de Guadeloupe, donc, il a démarré le 18 décembre. L'exposition va durer très certainement un petit peu plus que le 25 février, qui est aujourd'hui la date officielle. Mais je crois qu'elle va être prolongée. Donc, on reviendra vers vous pour vous donner plus d'informations. Et puis, on a une seconde exposition donc, de travaux d'étudiants jamaïcains. Étudiants jamaïcains qu'on va faire venir en Guadeloupe parce qu'on a un architecte guadeloupéen qui a été invité par l'université de Kingston pour travailler avec eux. Ils ont fait un magnifique travail sur l'architecture caribéenne. Et donc, on aura des rencontres avec eux. Et ils vont travailler aussi sur Pointe-à-Pitre. Et donc, voilà, on va vous tenir au courant au fil du temps sur ce programme. J'espère bientôt voir aussi architecture et peinture, pas peinture, peinture sur mur. Parce que je sais que quand on voyage dans la Caraïbe, les maisons sont de toutes les couleurs. Des choses qu'on commence à retrouver en Guadeloupe. Tout à fait. Alors les visites qu'on a organisées pour le travail sur le concours de culinare avec le lycée hôtelier du Gosier, dans Pointe-à-Pitre, on a fait les étudiants aller visiter tous les graphes de Pointe-à-Pitre. C'était formidable et il y a vraiment aujourd'hui beaucoup de couleurs. Le travail aussi de Plibel Larry qui redonne de la couleur à la ville. Alors, c'est magnifique. Ils disent, la Guadeloupe, elle est belle, elle a une architecture exceptionnelle. Et sincèrement, merci de nous avoir fait voyager pendant ces quelques grandes minutes. Mais on ira vous voir au Memorial Act. C'est sur Pointe-à-Pitre. Et jusqu'au 25 février et peut-être au-delà, on pourra visiter le prix de l'architecture de la Guadeloupe. Il est arrivé à la fin, il est 13h30. C'est l'heure de la deuxième pause pub. Et on se retrouve tout à l'heure avec le chroniqueur Jean-Luc Divial. Alors, 13h38, on arrive sur la dernière tranche du ZCL News, dernier plateau, et on va faire un retour vers l'actualité et on parlera Renaissance. Pour tous ceux qui connaissent, Renaissance est un ancien cinéma dans la ville de Pointe-à-Pitre, fermé depuis plus de 20 ans. On avait déjà entendu parler de Renaissance, pourquoi? Parce que la façade de ce cinéma avait été incendiée l'année dernière et pour cause, aujourd'hui, c'est la démolition de cette façade pour être reconstruite. Reportage Stanley Manicor. Aujourd'hui, on commence la première phase des travaux de l'ex-cinéma La Renaissance. Donc, ça consiste à la phase de déconstruction, suivra après le désamiantage du bâtiment. Donc, c'est vraiment la première phase des travaux qui commence pour la mise en sécurité du site, faire en sorte que les équipes de désamiantage puissent entrer dans le bâtiment pour désamianter en toute sécurité. Nous avons utilisé un système traditionnel, une grosse pelle de plus de 12 tonnes avec une flèche de 25 mètres et une pince pour démolir la façade, puisque c'est la première phase des travaux de déconstruction. C'est très délicat dans la mesure que ce bâtiment-là, il est quand même assez exceptionnel, parce que vous avez vu, il y a des échafaudages, donc c'est un bâtiment qui est déjà fragilisé. Il a été brûlé, donc on a beaucoup de risques, justement, d'effondrement dans le découpage du béton et de la ferraille, qu'il y a des fractures. Donc là, on assiste à la déconstruction. Parallèlement, on travaille avec un maître d'œuvre pour redessiner la façade à l'identique et reconstruire un bâtiment plus moderne derrière. Donc, parallèlement à ces travaux, on travaille sur les études de reconstruction, faire en sorte que la façade soit refaite à l'identique avec les éléments qu'on a récupérés qui seront rénovés en partie ou refaits à l'identique. Non seulement il y a eu un relevé extrêmement précis de la façade qui a été réalisé pour permettre de la refaire dans le respect absolu des proportions initiales, mais il y a aussi eu une récupération de tous les éléments patrimoniaux de cette façade emblématique côté Place de la Victoire. Donc on a récupéré des garde-corps, on a récupéré des éléments de menuiserie et qui seront en fait repositionnés dans la façade neuve quand elle sera reconstruite à l'identique. C'est important pour Cap Excellence, c'est aussi important pour la ville de Pointe-à-Pitre et tous les habitants de la Guadeloupe, parce que je pense que beaucoup de personnes ont des souvenirs par rapport à ce lieu et même à cette place qui est au cœur de notre île. Donc oui, en effet, c'est important de garder la mémoire, mais aussi de proposer des nouvelles activités qui sont en cohérence avec le territoire. Autant pour moi, c'est un reportage de Maxime Morel. Mais on va continuer l'actualité. Et l'actualité, c'est justement la conférence de presse du collectif contre l'obligation vaccinale. Donc le collectif maintient sa position. Maïté Hubert nous en dit un petit peu plus, justement devant la caméra de Stanley Manicor et de son stagiaire Kabel.
La conférence de presse là, c'est justement pour dire que nous allons continuer à goumer, nous allons continuer jusqu'à ce qu'ils s'isent avec nous, ils négocient et qu'ils comprennent qu'à Kazan nous, ça n'est pas applicable. La différenciation là qu'ils ont mettre en place pour passe vaccinal là en Guadeloupe, c'est d'avoir goumé que nous avons goumé. Nous allons bien comprendre ça. Simplement, nous n'avons pas envie en report. Nous avons envie simplement que yo pas mettre en place déjà à Kazanou, mais que aussi yo bien comprendre qu'au niveau à la Guadeloupe, yo peut pas appliquer l'obligation vaccinale. Et ça nous ka vrai, nous ni toutes les preuves, nous ka bien vrai au niveau des soignants que ça pas tenable encore, que les gens qui travaillent aujourd'hui là épuisés, nous ka bien vrai au niveau des malades que les gens qui tombent malades, ben c'est les gens vaccinés. Donc faut yo rendre à l'évidence et faut yo bien comprendre qu'en Guadeloupe ça pas applicable. Pas ni dialogue en pays là ça, yo ka vendre un dialogue social mais son monologue nous décide à faire yo. Pas ni dialogue et celle bité nous ni a fait c'est renforcer la mobilisation. Et ça nous voyez la solidarité qu'a développé. Population là d'accord et mouvement là, yo pas pareil à franchir un cap. Et ça nous a dit faut nous faire cap là ça franchi et ça a passé par effectivement ça a fait à travers la population tous les jours, mais aussi dans les entreprises. C'est aller là, il faut nous prendre tout bout en nous. C'est aller là, il faut nous sembler. C'est aller là, il faut nous protéger de Simon en nous. C'est aller là, il faut nous dire que le peuple n'est pour reprendre le pouvoir et choisir des gens qui représentent nous dignement, et ça à tous les niveaux. Il faut d'abord reprendre les camarades de travail, les suspendus, qu'ils payent. Donc tout ça, ils ont comme salaire, qu'ils payent un préjudice qu'ils ont subi, qu'ils payent les agios, y compris libéraux et travailleurs, du public et du privé. Et à un moment là, ça nous parle des autres points qui sont quand même assez coriaces. Là, on veut dire qu'il y a des membres qui ont lacrymogène depuis 11h matin jusqu'à 8h de soir, d'accord? Et qui même ont voyé lacrymogène dans l'école, parce que nous avons rappelé que la dernière fois là, à Vieux-Bourg, tenions l'école à Timoun qui a sorti. Donc, ces gens n'ont pas ni pour combine, ils n'ont pas regardé qui moun qui devant yo. Ils ont quand même voyé lacrymogène, flashball, grenade assourdissante. Donc, on peut bien voir que véritablement, c'est la répression à tout prix. C'est la répression à tout prix. Et ça, ils voulaient, c'est que nous arrêter, mais nous ne pouvons pas arrêter. Nous ne pouvons pas arrêter parce que nous choisissons de goumer et nous savons pourquoi nous avons goumé. Alors, force bazote, l'amour bazote, et nous allons continuer à goumer jusqu'au bout. Alors, notre chroniqueur est arrivé. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Beauté. Désolé pour le retard. Il n'y a pas de souci. On se plie aux contingences. Hein. Oui. Alors, générique. Hotep Jean-Luc. Alors aujourd'hui, on va parler de la barque d'Isis et le carnaval. Absolument. Alors, j'avertis déjà, je demande à tous nos téléspectateurs et auditeurs fidèles de bien prêter attention à la série que nous allons commencer, puisque nous sommes dans la période du carnaval et nous avons à décrypter qu'est-ce que c'est que cette manifestation, que cette célébration. Alors, nous allons faire plusieurs séries sur laquelle nous allons mettre l'accent. Bien évidemment, on s'aperçoit, quelle que soit l'origine considérée ou supposée, que ça commence toujours par un gueuleton et ensuite ça se termine par une liesse dans la foule et ensuite on entre dans un rite de purification. Alors certains disent que ça vient d'Europe. D'autres disent que justement ça vient tellement d'Europe que nous devons cela à l'Église catholique et tout. Que nenni, oui, puisque en fait nous savons que le catholicisme apparaît au IVe siècle, mais avant cette célébration existait déjà chez les Romains qui eux-mêmes l'avaient pris des Grecs et les Grecs qui disent que nous tenons ça d'ailleurs, en l'occurrence nous tenons ça d'Égypte. Nous allons parler de la barque d'Isis. Alors l'image que vous avez ici représente la divinité qu'on appelle Osiris avec son épouse Isis et qui sont sur une barque royale. Il faut savoir que sans cette barque, il n'y a pas de carnaval. Parce qu'en fait, ce que nous appelons le char, le char du carnaval, eh bien, vient de cela. La carus navalis, qui a donné le mot carnaval, plus tard, quand on va rentrer dans la sphère chrétienne, ça va devenir le carne levamen, l'enlèvement de la chair. Alors, le carus navalis, le char naval,
On l'appelait aussi le Navigium Isidis, la barque d'Isis. C'est une fête que les Romains célébraient le 5 mars. C'était l'origine, hein, c'est ce qui a donné naissance au Mardi Gras. C'est la fête du vaisseau d'Isis, Navigium Isidis, et qui se célébrait en Égypte au mois de Farmouti, c'est-à-dire presque à la fin de ce qui correspond à l'hiver, c'est-à-dire fin février, début mars. Et vous voyez que ça correspond à notre période actuelle du carnaval. C'est sur une barque qu'Isis va à la recherche du corps d'Osiris. Que dit le mythe? Le mythe, parce que je vous ai dit que ça commence par un festin, eh bien, il y a un festin qui est organisé en l'honneur d'Osiris par son frère Seth, et son frère organise cela avec 72 convives. Et à ce moment-là, eh bien, ils vont faire un jeu dans lequel Osiris va perdre la vie et Isis va partir à la recherche du corps puisque le corps va être jeté dans le Nil. Alors, Hérodote nous dit, voilà ce qui s'observe en allant à Boubastis, qui est une ville grecque, égyptienne. En s'y rend par bateau, les hommes et femmes, pêle-mêle et confondus les uns avec les autres, dans chaque bateau, il y a un grand nombre de personnes, de l'un et l'autre sexe. Tant que dure la navigation, quelques femmes jouent des castagnettes et quelques hommes de la flûte. Le reste, tant hommes que femmes, chantent et battent des mains. Lorsqu'on passe près d'une ville, on fait approcher le bateau du rivage. Parmi les femmes, les unes continuent à chanter et à jouer des castagnettes, d'autres crient de toute leur force et disent des injures à celles de la ville. Celles-ci se mettent à danser et celles-là, se tenant debout, retroussent indécemment leurs robes. Vous voyez ce dont il fait témoignage ici, là, le fait que certaines femmes s'invectivent en retroussant leurs robes. Vous allez au Pérou, vous allez au Chili et vous allez retrouver cette célébration pendant le carnaval et on prétend que ça vient des traditions amérindiennes. Or, en fait, voilà ce que c'est l'exact témoignage que fait Hérodote. Pourquoi? Parce que le carnaval, c'est un rite de purification et donc c'est pourquoi il y a des injures, c'est pourquoi il y a des chansons païennes, parce qu'on purge la société de ce qui ne va pas. Alors, évidemment, le gros de la célébration en Égypte à cette époque-là se passe dans la ville de la déesse qui est Bousiris. Mais vous allez voir que le blason de la ville de Paris, jusqu'à 1811, célèbre cela parce que à la poupe du bateau, c'est-à-dire à gauche, vous allez voir qu'il y a un trône sur lequel siège une femme et cette femme-là, c'est justement Isis. Donc, vous voyez que le blason de Paris, hein, et Bar Isis, Bar c'est la barque d'Isis, hein, est intimement lié à cette notion du carnaval et de cette carus navalis qui était jadis célébrée en Égypte. Donc on va à l'aide de la méthode Kuma tenter de lire ce blason et de comprendre qu'à l'aide des langues africaines, eh bien, on peut bien comprendre ce qui est écrit. Donc, comprenons. Le carnaval, c'est un rite de purification. À l'époque, eh bien, en Égypte, eh bien, la seule voie navigable, la seule autoroute, c'est le fleuve. Ici, vous avez des abeilles. Mais l'abeille, c'est un signe royal. C'est ce qui va être stylisé et qui va donner plus tard la fleur de lys. La fleur de lys, telle qu'elle est présentée dans les armoiries royales, ce n'est pas une fleur qui existe dans la vraie vie. C'est une abeille stylisée. Ensuite, vous allez voir que cette abeille-là, eh bien, c'est le mot, le symbole qui sert à désigner le roi de la Basse-Égypte. Donc, ceci nous permet de prouver que ce qui s'appelle le carnaval est bien plus antérieur que l'avènement de la civilisation occidentale. Et vous allez voir qu'il y a un lien d'homophonie entre le nom de l'abeille dans les langues africaines, par exemple Nyosi ou Nyochi, hein, si on considère le Kikongo ou le Setswana. Et vous allez voir que c'est un homophone du mot pour désigner justement le roi, hein, qu'on appelle Ngosi ou par voie aussi Konzi ou Mukonzi. Ce sont des évolutions phonétiques du nom de l'abeille. Donc quand vous voyez l'abeille, hein, l'abeille qui va devenir la fleur de lys, c'est déjà une façon de désigner le roi. Mais il arrive que l'humanité perde une partie de sa mémoire. C'est pourquoi aujourd'hui les Européens sont incapables de dire de donner la signification réelle de cette fleur de lys. Mais en fait, cela désigne le roi. Et puis, on va voir la vigie divine. Pourquoi on va parler de la vigie divine? C'est parce que nous allons aller à la poupe de ce bateau
et faire un agrandi. Et cet agrandi va vous permettre de voir ce qui se trouve à cet endroit-là. Vous allez voir que c'est une femme, et en fait, c'est une figuration de la déesse Isis elle-même. Et donc, cette déesse qui est représentée sur un trône, pourquoi? Parce que le nom du trône permet de générer le nom de la déesse. D'accord? Donc, elle est assise. Elle est assise et la station assise permet de générer son nom et permet aussi de générer le nom de la cité. Par exemple, en Italie, on va dire città pour dire la cité, et dans notre langue, en Haïti, on dira chita pour dire s'asseoir. Donc, vous voyez, par exemple, en napolitain, on va dire aceta, mais aceta, c'est une façon de nommer la déesse. Si, c'est la façon de dire s'asseoir. Ici, c'est, par exemple, en Kera, c'est la façon de dire s'asseoir. Et même en picard, vous voyez, on va dire sissit, s'asseoir, comme nous disons chez nous. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que ça vient du picard, puisqu'en réalité, ce terme-là provient et procède des langues africaines. C'est la façon de dire s'asseoir. Voyez? Et c'est aussi une façon de nommer la cité, alors que le féminin incarne la civilisation. Isis incarne la civilisation. C'est pourquoi le carnaval, c'est le rassemblement de tout le peuple. Donc, c'est le rassemblement de la civilisation. C'est une fête qui tourne autour de son nom. Et voilà pourquoi vous allez voir ce type d'association. Et c'est elle aussi qui purifie. Il faut comprendre que le carnaval, c'est un rituel de purification. Et voilà pourquoi vous avez cette étoile qui figure ici. En l'occurrence, c'est une étoile qui est connue en Égypte, puisque c'est elle qui apparaît en même temps que le soleil et qui est l'image même d'Isis, qu'on appelle Sotis à cette période de l'année, mais elle apparaît au moment où commence l'inondation. Or, le premier jour de l'inondation correspond au jour de l'an. Donc, nous sommes toujours dans une logique de purification. Et le nom pour nommer l'étoile Sirius, Sotis, porte une racine qui est so, et ce so-là, dans les langues africaines, veut dire purger, laver, purifier. Vous voyez, même en anglais, le mot pour désigner le savon qui purifie, c'est soap. Vous voyez? Donc, vous avez encore une autre plante qui est une plante sacrée et qui entre dans les rituels de purification qu'on appelle l'hysope et qu'on désigne par une autre façon, on la vocalise aussi hysopa. Donc, vous voyez que tout ceci est lié à tous ces rituels de purification et de purification par l'eau. Donc, le carnaval, c'est un rituel de purification du peuple. Et le peuple d'Isis, eh bien, quand vous voyez ce blason, eh bien, vous n'avez pas idée que tous ces éléments nous permettent de lire et de comprendre. Par exemple, le mot pour désigner la femme dans les langues africaines, souvent en Souki, on dira Atou, en Biandere, on dira Eutu, on dira en Douala Muto, en Doudouela, on dira Utu, qui désigne le cœur, parce que les mots pour désigner le cœur, la femme, le milieu, le centre, le pain, sont des homophones. Et aussi, c'est aussi le mot pour dire attaché, lié. Et nous, chez nous, pour désigner la femme, on a un mot très très ancien, on dit atou femme, mais nous ne nous rendons pas compte que le mot atou désigne la femme. Mais c'est aussi le mot pour désigner le peuple, pour désigner la civilisation, puisque la femme, c'est elle qui organise la vie. C'est elle qui organise la cité. Parce qu'on dit que le corps d'Osiris a été démembré, il a été divisé en plusieurs morceaux, et qu'Isis, avec sa barque, elle va sillonner le pays à la recherche des différents morceaux du corps de son mari. Et donc, vous voyez que le mot pour dire l'être humain, c'est Ntu. En Kikongo, on va dire Muntu, un être humain, Bantu, les êtres humains. Chez nous, on dit Mun. Et cela vient de là, en fait. Donc, ça désigne la personne, ça désigne aussi le peuple. Qui moun misieye? Donc, quel individu est-il? Mais Teni moun là, eh bien, il y avait du peuple. Voilà. Donc, il y a cette relation entre le nom de la déesse, le nom de la cité, le nom du peuple et aussi le nom de la barque. Regardez, en Swahili, on dira Watu pour désigner le peuple et Watu pour désigner la barque. Donc, quand vous tombez sur ce blason de la ville de Paris, sachez qu'on est en train de vous parler du peuple de Paris, qui sont des disciples d'Isis, parce que la barque d'Isis désigne à elle seule le peuple, les Parisiens. C'est ce qui va donner par extension et par mutation phonétique du B vers le P, d'accord? Donc on va passer de bar à par
par Isis, c'est le peuple d'Isis, c'est le peuple de la déesse, et ce peuple-là, il est en liesse, puisque vous voyez que le blason de la ville de Paris est en relation justement avec cette notion de panégyrique, rassemblement de tout le peuple, dans un rituel de purification, autour d'un rite extrêmement ancien qui est lié au mythe de la mise à mort d'Osiris et au démembrement de son corps. Mais ce démembrement, c'est un mythe qui sert à raconter comment naît la civilisation, puisqu'il est dit que Isis, à chaque lieu où elle retrouvera une partie du corps, eh bien, elle va construire un temple. Donc, qui dit un temple, dit une cité, donc raconte comment la civilisation s'est construite. Donc, vous voyez ici, en Mbunda, on va dire Bar pour dire le peuple, en Mputu, Bar pour dire le peuple, et en gaulois, on va dire Bar Isis, le peuple d'Isis. En gaulois, on va dire Parisi pour dire les Parisiens. Et c'est exactement ce que je vous expliquais, et c'est pourquoi cette ville s'appelle Paris et elle est devenue la capitale française, puisqu'en fait, on dit que généralement, c'est dans la capitale que se situe le corps d'Osiris. C'est là où il est enterré, vous voyez? Et parce que la civilisation commence quand un peuple se reconnaît un ancêtre commun, divinisé, et qui est célébré dans un temple précis. D'accord? C'est exactement le système de la galette des rois. Celui qui devient le roi, c'est celui qui trouve la fève. Mais il faut savoir que les portions de la galette des rois désignent les différentes provinces, les différentes cités d'un pays. La galette, c'est l'image du pays. Et la capitale, c'est justement l'endroit où il y a la fève. Et c'est pourquoi celui qui reçoit la fève est désigné roi. Donc, le char naval de la reine, eh bien, va nous conduire à la notion de reine. Si aujourd'hui, nous célébrons le carnaval comme nous le faisons avec l'élection de la reine, avec son char bien décoré qui déambule dans les rues, il faut savoir que la rue, c'est une figuration du fleuve Nil. C'est une figuration du fleuve Nil et en fait, les reines du carnaval, eh bien, elles déambulent sans en avoir conscience. Elles partent à la recherche des différentes parties du corps d'Osiris. Voilà ce qu'on peut dire déjà en préambule pour présenter un peu ce qu'est le carnaval, parce que tout ce que vous allez voir dans n'importe quel carnaval du monde tourne autour de ce mythe et de cette quête qu'Isis va faire en allant à la recherche des morceaux du corps de son mari. La semaine prochaine, nous allons voir que cette célébration d'Isis, ce festin, va nous amener à la façon dont nos anciens faisaient les balles avec les biguines chez nous. Et vous allez voir que le nom de la déesse apparaît dans nos chansons traditionnelles sans que nous en ayons conscience. C'est tout pour aujourd'hui. À lundi prochain. À lundi prochain, j'espère que ce sera fascinant. Donc, restez connectés. Alors, on est arrivé à la fin de cette émission. Donc, nous allons faire un rappel des titres. Alors, aujourd'hui, nous avons pu voir le bilan de fin de mandat du président de l'Université de médecine, Eustache Janqui, professeur d'université aussi, qu'on a connu après 5 ans, élu depuis le 24 janvier 2017. Donc, on est arrivé à son terme, 25 janvier 2022. Il fait son bilan de fin de mandature. L'actualité aussi s'est portée sur l'environnement. Clean My Iceland, association œuvrant pour l'embellissement de notre territoire par des opérations de nettoyage. Ça s'est fait samedi. Nombre de jeunes se sont mis en branle pour pouvoir justement porter contribution pour que les déchets qui n'ont rien à faire dans notre nature en soient débarrassés. Et bien entendu, le job dating de Pôle emploi. Donc, il faut savoir que prochainement, il y a eu lieu hier, mais prochainement, qui veut dire jeudi 27 janvier, dans les locaux de la DEPS, au lotissement 13, zone industrielle de Jarry à Bémaro, il y aura un recrutement d'électriciens pour l'entreprise Humiclimat pour la construction de nouveaux CHU de Pointe-à-Pitre.
Et aujourd'hui, ça a été le début de la démolition de la façade de la Renaissance. Renaissance, un cinéma qu'on trouve à Pointe-à-Pitre, pas loin de la place de la Victoire. Première tranche de travaux de rénovation de cet ancien cinéma. C'est vrai que ce mur a été impacté justement par un incendie, d'où le lieu de sa démolition. Donc, on est arrivé, il y a aussi eu, bien entendu, des invités pour cette édition du ZCL de ce mardi 25 janvier 2022. Nous avons reçu en premier plateau Laetitia Lebrave qui est venue nous parler, bien entendu, d'alternance avec le Greta. Laetitia Lebrave qui est la directrice opérationnelle du Greta de la Guadeloupe. Vous avez encore 2 jours jusqu'au 28 pour pouvoir participer à ce forum sur le site www.gretaguadeloupe.fr. adressé justement aux lycéens et aux collégiens. En deuxième partie, nous avons reçu M. Nicolas Rigaudot, qui est le président de la Maison de l'Architecture de la Guadeloupe. En ce moment, au Memorial Act, depuis le 18 décembre, se tient justement une exposition pour le prix de l'architecture de la Guadeloupe en plusieurs catégories jusqu'au 25 février, mais bien au-delà, selon les dires de M. Rigaudot. Cela se passe au Memorial Act à Pointe-à-Pitre, où vous pourrez justement rencontrer, lire et découvrir les œuvres architecturales. Et pour finir, bien entendu, notre chronique Edamisso avec Jean-Luc Divial sur la Barque d'Isis et le carnaval. La réalisation de cette émission s'est faite avec Jordan et on vous dit de rester connectés, restez sur Canal 10. On se retrouve demain, même heure, 12h30, 14h pour une nouvelle ZCL News.